Bonjour à tous, je remercie le Club des cardiologues du sport de m'avoir invité en tant que membre de la filiale d'imagerie cardiovasculaire pour vous parler de l'échographie 3D et ses applications potentielles chez le sportif. Je vous incite pour cela donc à lire ce papier sur les recommandations du 3D, donc publié déjà en 2012 dans l'European Heart Journal, et qui va vous préciser effectivement que le 3D possède effectivement de nombreuses modalités avec des imageries plus belles les unes que les autres. Vous avez qui nous donne accès à beaucoup d'informations, du ventricule gauche, de l'oreiller gauche, mais aussi du ventricule droit. Vous allez pouvoir avoir des images de flux, vous avez des images de valves, donc vous pouvez modifier effectivement l'incidence de la lumière pour vous intéresser à telle zone d'intérêt, modifier la transparence, faire des coupes, des analyses multi-slice, vous allez analyser la cinétique segmentaire, donc vraiment beaucoup de modalités, et aussi plusieurs techniques d'acquisition du volume, qui va toujours se baser bien sûr sur le 2D, donc on va analyser, qu'on va optimiser, donc à condition d'avoir une bonne imagerie 2D pour avoir un bon 3D. Ensuite, vous allez avoir une imagerie 3D à retravailler, donc avec éventuellement des reconstructions multiplanaires et une analyse du volume. Et donc à partir de là, vous voyez, vous pouvez avoir des analyses X-plan ou biplan qui sont particulièrement intéressantes en ETT, en ETO pour avoir une bonne information, notamment dans les techniques percutanées. Et puis, vous pouvez faire des analyses de zoom 3D où vous vous centrez sur une zone d'intérêt, donc par exemple la valve mitrale, la valve aortique, des incidences un petit peu plus larges, mais avec une coupe, assez fine, qui est la coupe 3D live, donc l'incidence 3D live, donc qui nous donne effectivement des informations avec une bonne résolution, ou encore carrément le full volume, vous allez avoir une pyramide que vous pourrez découper comme vous le souhaitez, ceci soit en simple battement, soit en multi-battement, qui vous permet d'augmenter la résolution temporelle. Alors avec toutes ces méthodes que vous avez à votre disposition, est-ce que certaines seront tout à fait pertinentes pour l'athlète? Bien, quelle est la question qu'on se pose chez l'athlète? La question qu'on se pose, c'est quand vous analysez un cœur d'athlète, c'est de savoir effectivement comment est le ventricule gauche en termes de dilatation, en termes d'hypertrophie, sa fraction d'éjection, comment est le ventricule droit en termes de dilatation, de fraction d'éjection, et comment sont les oreillettes. Et donc c'est le problème du diagnostic différentiel, effectivement, avec les cardiomyopathies et le cœur d'athlète, avec parfois des zones grises, où quand le ventricule est gauche est limite dilaté, ben vous savez pas si c'est une cardiomyopathie dilatée, limite hypertrophiée, est-ce que c'est une cardiopathie hypertrophique, ou un VD un petit peu dilaté, est-ce que c'est une dysplasie arythmogène du VD? Donc le 3D va-t-il nous aider à avancer dans ce domaine? Deuxièmement, est-ce qu'il va nous aider à comprendre la physiologie d'adaptation de l'athlète à l'effort, au type de sport qu'il pratique? Et troisièmement, effectivement, est-ce qu'il existe certains paramètres qui peuvent être associés aux performances sportives? Donc on va essayer très modestement d'avoir un début de réponse à ces questions. Pour commencer par le 3DVG, effectivement, vous savez que la fraction d'éjection du ventricule gauche est un facteur pronostic fondamental, on le sait, et de modifier la fraction d'éjection, de l'améliorer par des traitements, on améliore le pronostic du patient, et on essaie de l'estimer de façon régulière par du 2D avec le Simpson, mais qui présente certaines limites, notamment sur cette approximation géométrique, qui est obligatoire, et qui par ailleurs, effectivement, parfois, quand vous faites vos acquisitions, raccourcit finalement l'APEX. Vous avez effectivement une image un petit peu écrasée, donc mal définie, ou encore des coupes qui ne sont pas forcément dans l'axe. Parfois, quand vous mesurez les diamètres ventriculaires, vous n'êtes pas perpendiculaire, ce qui crée une grande variabilité inter- et intra-observateur, qu'on essaie finalement de supprimer par l'IRM qui, elle, va s'intéresser au volume, donc ne peut pas avoir d'approximation géométrique, et comme le 3D également, qui peut nous donner effectivement ce type d'information sans avoir cette approximation géométrique, pour nous donner une information de volume, de fraction d'éjection, de masse, d'analyse de l'asynchronisme ou de déformation effectivement du ventricule gauche, vous voyez, donc, sur ce type d'image dont on va reparler. Est-ce que finalement le 3D a un avantage réel par rapport au 2D? Eh bien, effectivement, il possède effectivement ses qualités. Quand vous regardez le Simpson, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez que si vous regardez le long axe pour la 4 et la 2 cavités à partir du 2D, vous voyez qu'elle est extrêmement variable, alors que vous allez avoir quelque chose de parfaitement reproductible chez le même patient à 10 cm contre 9,3 ou 9,7 lorsque vous le réalisez en 3D. Et que par ailleurs, effectivement, quand vous faites une acquisition volumique, vous n'avez pas de problème d'angulation, d'orientation, vous n'avez pas d'approximation géométrique, avec en plus une moindre variabilité intra-observateur, et entre deux examens, concernant les volumes télévisés ou la fraction d'éjection par exemple, du 3D par rapport au 2D. Donc, peu de variabilité, donc vraiment des avantages réels effectivement du 3D par rapport au 2D. Et en plus, il est réellement validé par rapport à l'IRM, qui est bien sûr l'élément de référence. Vous voyez qu'ici en 2D, que ce soit sur le volume télédiastolique ou sur la fraction d'éjection, eh bien on a une moins bonne corrélation par rapport à l'IRM que le 3D, et en sachant quand même que les volumes télédiastoliques, télésystoliques sont sous-estimés par les 3D en échographie cardiaque transthoracique par rapport à l'IRM, peut-être parce qu'on définit mal finalement les contours endocardiques.
Il faut savoir qu'il y a différents logiciels qui sont à notre disposition, des logiciels qui sont ici semi-automatiques. Vous mettez quelques points de référence au niveau de la base, au niveau de la pointe, qui vous permettent d'avoir ensuite une reconnaissance semi-automatique des contours, ou encore des logiciels qui sont complètement automatisés à partir, donc c'est l'intelligence artificielle, donc à partir d'un volume d'intérêt, en quelques secondes, vous voyez ce que vous pouvez obtenir comme information de volume de fraction d'éjection. Et encore mieux, si vous faites une acquisition multibattement, vous allez avoir une imagerie, vous voyez, qui est encore plus claire, donc avec une résolution extrêmement bonne. Quand on compare effectivement ces deux types de logiciels, eh bien, on a vraiment un avantage pour les logiciels complètement automatisés, notamment lorsqu'on ajuste les contours. Donc, effectivement, c'est ce qu'on utilise en pratique. Certains outils de quantification sont à notre disposition également, notamment la masse ventriculaire gauche qui peut nous intéresser effectivement, notamment pour distinguer un cœur d'athlète d'une cardiomyopathie hypertrophique. Et vous voyez ici, sans approximation géométrique, puisque c'est à partir du volume endocardique et épicardique. Et vous voyez que endocardique, épicardique, vous allez avoir effectivement ces volumes, donc avec une analyse régionale fine, avec une meilleure reproductibilité. Vous aurez aussi, effectivement, ça sera plus précis que le 2D, et vous pouvez avoir effectivement une bonne évaluation de la distribution de l'hypertrophie sans approximation géométrique, comme je vous le disais, ce qui est particulièrement intéressant. On peut faire aussi du 4D strain, donc à partir de votre acquisition volumique, vous allez faire du strain, mais sur l'ensemble du volume, ce qui peut être extrêmement intéressant. Les valeurs sont les valeurs normales, mais vous voyez que le volume télédiastolique est plus faible chez la femme par rapport à l'homme, plus faible également chez les populations asiatiques, alors que la fraction d'éjection en tout cas est comparable entre l'homme et la femme. Et vous voyez que maintenant, donc vous avez des recommandations depuis 2015 qui nous incitent à utiliser ces paramètres en 3D, avec un volume télédiastolique à moins de 79 ml par mètre carré chez l'homme, qui est la valeur normale, moins de 71 chez la femme, avec une fraction d'éjection du ventricule gauche à plus de 52%, donc ce qu'on doit utiliser en pratique. Alors, est-ce que ces outils 3D sur le VG ont été utilisés chez l'athlète? Eh bien, la réponse est oui. Différents papiers sur le sujet nous montrent, notamment ici, vous voyez, sur un travail sur 138 athlètes, qu'il existe une dilatation du ventricule gauche évaluée sur le volume télédiastolique du ventricule gauche indexé, et que par ailleurs, dans ce papier, eh bien, on met en évidence également une diminution de la fonction ventriculaire gauche de repos, et qui correspondait chez ces athlètes à de meilleures performances à l'effort. Et on a d'autres papiers qui nous montrent chez des athlètes plus jeunes, vous voyez ici qui faisait du ski, donc 76 préadolescents, et bien qu'en plus la masse ventriculaire gauche est augmentée et de façon assez précoce, vous voyez, puisque ce sont des jeunes athlètes, et donc on est assez sensible avec le 3D pour mettre en évidence ces différences. Il faut savoir que certains utilisent des indices combinés, donc intéressant de combiner le 3D avec le speckle tracking ou avec le Doppler tissulaire pour essayer d'avoir une estimation de la physiologie et notamment du couplage ventriculo-artériel. Ce couplage qui est particulièrement intéressant, notamment pour voir l'adaptation donc du sportif donc en fonction des conditions de charge. Et vous voyez que ici, dans différents types de sports, on voit qu'en 3D, quand on estime le volume télédiastolique du ventricule gauche, il est dilaté, il est augmenté, donc notamment chez l'athlète endurant par rapport à l'athlète en résistance, et par ailleurs associé à une augmentation également du pic donc de vélocité aortique mesurant Doppler tissulaire sur une toute petite axe, qui est le reflet de la distensibilité aortique. Donc plus de distensibilité aortique chez ces athlètes endurants, et on voit qu'il existe une réelle corrélation entre ces deux paramètres, entre le volume télédiastolique du ventricule gauche indexé et ce pic aortique en Doppler tissulaire. Vous voyez ici, plus le volume est dilaté ici, plus votre pic est important, donc plus il y a de distensibilité, et ça sera l'inverse chez l'athlète en résistance, parce que effectivement il aura plus de rigidité aortique, donc une bonne corrélation et finalement un début de compréhension en tout cas de l'adaptation du ventricule gauche en fonction du type de sport qui utilise effectivement ces différents paramètres. Le 3D peut être analysé de la même façon. Vous voyez que c'était également un facteur pronostic avec beaucoup plus de difficultés même pour l'évaluer par rapport au ventricule gauche, parce que vous avez une forme qui est complexe, vous avez des trabéculations, vous avez une contraction qui est déjà pas simultanée entre les différentes portions du ventricule droit, parce que vous avez trois chambres qui ne sont pas dans le même axe, qui ne se contractent pas de façon simultanée mais séquentielle, avec une contraction qui dépend beaucoup des conditions de charge, donc c'est pas facile de l'évaluer, et déjà la référence c'est bien l'IRM, et donc qui n'a pas d'approximation géométrique. Le 3D peut nous donner également des informations de volume sans ces approximations géométriques, de fraction d'éjection, de déformation, donc qui est particulièrement intéressante. Et il faut savoir que par rapport au ventricule gauche, vous avez une interaction nette entre la contractilité et la charge, ce qui fait parfois, qui nous rend difficile effectivement la tâche dans l'analyse des paramètres. Là aussi, vous avez bien sûr des algorithmes semi-automatiques d'analyse, soit à partir de coupes coronales de façon ancienne qui sont pratiquement abandonnées parce qu'on voyait pas très bien la chambre de chasse. Maintenant, on va se baser sur des coupes
des couples qui sont des petits axes qui seront plus reproductibles effectivement que ces couples coronales, ou alors on a carrément des logiciels qui sont complètement automatisés. Vous voyez ici, à partir d'une acquisition volumique, comme pour le ventricule gauche, eh bien vous allez avoir sur des incidences qui sont focalisées sur le ventricule droit, vous allez avoir effectivement une estimation des volumes et des fractions d'éjection du ventricule droit de façon assez rapide, bien faisable et bien reproductible. Ces différents logiciels ont été testés par rapport à l'IRM et ils sont fiables par rapport à l'IRM. Donc, vous voyez cette méta-analyse sur 30 études sur ces logiciels de semi-automatique, à la différence près qu'on sous-estime les volumes ventriculaires droits et la fraction d'éjection, et d'autant plus que le ventricule est dilaté. On sous-estime aussi ces ventricules droits avec les logiciels complètement automatisés, mais pas la fraction d'éjection du ventricule droit. Donc, vous voyez, un petit plus peut-être pour ces logiciels complètement automatisés. En sachant que l'analyse est parfois difficile quand vous avez effectivement, comme on est derrière le sternum, parfois on voit pas bien la paroi antérieure, on voit pas bien la fordibulum pulmonaire, et on sait qu'il y a beaucoup d'écueils, hein, donc notamment lorsque vous avez le ventricule très large, ventricule droit très large, vous avez du mal à faire une bonne analyse. Lorsque vous avez un rythme irrégulier, c'est difficile. Lorsque vous avez une fuite tricuspide, vous savez que tous ces paramètres sont dépendants de la charge, donc vous avez du mal à les interpréter. Et on a quelques solutions, c'est-à-dire déjà il faut bien centrer décentrer votre ventricule droit, c'est-à-dire faire finalement quelque chose une incidence focalisée sur le ventricule droit, au mieux effectivement sur une activation multibattement, et peut-être utiliser également du contraste qui vous facilitera la tâche. Les valeurs normales dépendent du sexe et de l'âge, et on sait qu'effectivement on a des volumes du VD qui sont plus larges chez l'homme, plus petits chez le patient âgé, et que les guidelines maintenant aussi donc estiment un volume ventriculaire droit normal à moins de 87 ml par mètre carré chez l'homme, moins de 74 chez la femme, une fraction d'éjection ventriculaire droite à plus de 45%, et il faut essayer de l'utiliser si vous avez les armes associées, notamment les bonnes soins. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré effectivement chez l'athlète? Eh bien, chez l'athlète, un peu la même chose que pour le ventricule gauche, on a une dilatation du ventricule droit avec un volume diastolique indexé, par exemple, qui est dilaté, d'autant plus dilaté que c'est un athlète endurant, et ce qui a été démontré également chez les jeunes athlètes dans d'autres papiers. Ce papier qui m'intéresse particulièrement, que je vous ai présenté, même s'il s'agit d'un papier d'IRM, qui s'intéresse au remodelage ventriculaire droit, certes, même biventriculaire dans ce cas, mais régional. Et on s'aperçoit effectivement, vous voyez, quand on regarde un petit peu l'aspect du ventricule droit chez les athlètes ici par rapport au contrôle, que non seulement le ventricule droit est dilaté, mais qu'on a en fait une dilatation qui se fait surtout aux dépens de l'infundibulum pulmonaire. Donc vous voyez qu'on a une distribution qui est tout à fait particulière de la dilatation, donc on peut analyser ce remodelage régional, et qui en plus est corrélé aux performances à l'exercice chez ces athlètes. Donc un élément qui est intéressant, c'était des triathlètes, et peut-être qu'on peut aussi utiliser le 3D comme application effectivement dans l'évaluation de ce remodelage régional. Sachez que l'oreillette gauche peut aussi être analysée en 3D, par pareil les logiciels semi-automatiques ou complètement automatisés. Vous voyez ici, on peut obtenir ce type d'image, mais c'est vraiment très rapide de l'avoir. Vous mettez quelques points, là vous avez une reconnaissance qui est sur une seule acquisition volumique, et lorsqu'on compare le 3D par rapport au 2D, eh bien, on est largement supérieur dans le 3D par rapport au 2D contre l'IRM, et vous voyez qu'on sous-estime moins le volume de l'oreillette gauche, et on a moins tendance à passer à côté d'une oreillette gauche dilatée, donc ce qui peut être particulièrement intéressant. Intéressant aussi chez l'athlète, vous voyez différents papiers sur le sujet et un papier récent. Vous savez que c'est difficile dans l'oreillette gauche en général, parce qu'il y a un volume maximal, un volume minimal, une fraction d'injection active et passive. Sans rentrer dans le détail, eh bien, vous voyez que dans ce papier, chez ces 138 athlètes, le volume de l'oreillette gauche est augmenté, donc on a une dilatation de l'oreillette gauche, mais qui s'associe en plus à une fonction atriale de repos qui est plus basse. Et les auteurs concluent lorsqu'on a ces deux paramètres, eh bien, ces paramètres sont associés à une meilleure performance à l'exercice. Donc, vous voyez effectivement des possibilités futures d'utiliser certains paramètres pour estimer ou pour évaluer effectivement vos athlètes à l'effort. Eh bien, en conclusion, j'espère que vous êtes convaincus maintenant que le 3D a une meilleure reproductibilité, une meilleure précision pour les volumes, la masse, la fraction d'éjection par rapport au 2D, et ça de façon très claire parce qu'on n'a pas d'approximation géométrique. Et sur la question de savoir si on peut avancer sur le diagnostic différentiel entre cœur d'athlète et cœur pathologique, c'est pas si évident, mais on a l'impression effectivement qu'on fait une meilleure analyse du remodelage ventriculaire gauche, qui n'est pas homogène dans les cardiopathies, hypertrophiées ou cardiopathies dilatées. Donc une analyse qui est quand même plus fine, et peut-être effectivement on
pour revenir au diagramme de départ, que l'analyse en 3D de la masse ventriculaire gauche peut nous aider dans la cardiomyopathie hypertrophique, du ventricule droit, volume, fraction d'éjection dans la dysplasie, et puis du ventricule gauche, volume, fraction d'éjection déformation pour les cardiomyopathies dilatées. Donc peut-être qu'on a vraiment un plus, en tout cas plus de précision avec ce 3D, en sachant que certains paramètres peuvent être associés à la performance à l'exercice, peut-être, donc confirmé peut-être par d'autres travaux, et que dans le futur, vous voyez qu'on a de multiples possibilités, de multiples développements de nouveaux outils. Celui-ci dont je vous parle, qui est en fait des analyses de courbure, qui sont, ça paraît vraiment intéressant, qui nous permet de distinguer un ventricule normal, vous voyez ici, par rapport à un ventricule dilaté. La même chose également sur le ventricule droit, donc qui nous permettront peut-être encore d'être plus précis dans des diagnostics différentiels éventuels. Aussi techniques de fusion d'images qui sont particulièrement intéressantes, vous voyez, où on va associer ici du coroscanner à une analyse du strain en 3D du ventricule gauche ou du ventricule droit, peut-être mettre en évidence de l'ischémie, de la fibrose ou autre, et que par ailleurs, effectivement, la réalité virtuelle est peut-être l'outil de demain pour arriver à naviguer dans un volume et préciser effectivement ce fameux remodelage pour distinguer un cœur d'athlète d'une cardiomyopathie, par exemple en mettant en évidence des anomalies morphologiques type un pilier accessoire ou autre présent dans la cardiopathie et non pas dans le cœur d'athlète. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, il est 16h20, le congrès est maintenant fini, donc avec un petit démarrage un peu poussif ce matin, on a réussi à tenir notre timing. Je pense que ce congrès a répondu à toutes vos interrogations et toutes vos attentes. Le programme était dense, on arrive à finir dans les temps. J'espère que vous êtes satisfaits de ce congrès qui était pour nous quelque chose de bien nouveau. Je voudrais encore remercier tous les conférenciers pour leur investissement dans ce congrès digital. Remercier bien entendu la Société française de médecine du sport, le GERS, le CNCF et la filiale d'échographie pour leur partenariat. Un remerciement aussi bien entendu à tous nos partenaires grâce à qui on peut organiser toujours nos congrès. Et puis un remerciement donc à Élise, à Maud et toute l'équipe d'Eventime et puis du studio Eventime pour nous avoir accompagnés dans l'organisation de ce congrès qui pour nous était une nouveauté. Il est temps de vous dire au revoir, de vous donner surtout rendez-vous donc l'année prochaine au 5 et 6 mai à Rennes en présentiel où là nous pourrons à l'issue de notre congrès continuer à faire nos soirées festives. Je vous donne donc rendez-vous le 5-6 mai, passez un bon week-end, continuez à prendre soin de vous et donc au printemps prochain à Rennes. Allez, au revoir.